Bonjour à tous. Voilà, on est sur la dernière partie du salon. Donc, nous, on va vous présenter des choses qui parlent du contenu. J'espère que voilà, vous avez eu plein d'insights sur ces 2 jours. On va essayer de vous en donner un petit peu plus. Aujourd'hui, effectivement, on va parler format, on va parler SEO, surtout sous l'angle SEO, puisque aujourd'hui, le SEO n'est pas juste un format, mais vraiment multiformat, et l'histoire va dans ce sens-là. Pour ce faire, je ne serai pas tout seul, bien sûr. Donc, je le fais avec Iris. Je vais lui passer le micro. Elle va se présenter. Bonjour, du coup, c'est comme ça. Alors moi, c'est Iris et je pilote chez Oryxa Media l'offre Content. Ça représente aujourd'hui une 50aine de clients actifs sur des secteurs d'activité très variés pour qui on mobilise les forces du contenu SEO de plein de manières différentes. Donc moi c'est Olivier, je suis directeur conseil au sein de l'agence avec on va dire un gros passé SEO. Alors bien sûr sur le content, moi sur le technique, mais on va parler aujourd'hui contenu et pas technique. On va partir du principe que voilà, la technique fonctionne bien chez vous. Alors ça c'est bien sûr l'expertise de l'agence, mais c'est surtout pour vous montrer que le contenu il existe dans plein d'endroits. Il existe en programmatique, il existe en social, il existe aussi sur l'influence, il est aussi en SIA, puisque le wording c'est du contenu, et aussi en SEO où là on a beaucoup plus de souplesse. C'est important parce que le contenu se définit juste par 2 choses, normalement c'est image et texte. Mais on va dire de cette définition très vieille, on va dire de l'homme sandwich, on est passé à beaucoup plus de formats. Alors, pour bien comprendre la trajectoire de ce que prend aujourd'hui et ce qu'a pris depuis 2015 le contenu SEO comme direction et ce qu'il va prendre plus tard dans peut-être le fameux Web.3, on attend de voir ce qu'il donnera, c'est toujours toujours pas mal de reprendre un petit peu la trajectoire. Alors, on ne va pas repartir de l'histoire de la création de Google en 98, mais plutôt lorsque le Web.2 commence à être un peu plus important. Là, effectivement, on passe sur un web où il y a une prise de parole de l'internaute, mais il y a surtout des recherches de contenu qui vont être de plus en plus exigeants. On n'est plus sur un catalogue, on est sur de l'information. Et là, le tunnel va commencer à se former pour arriver à ce tournant qui est très important et qui a des impacts aujourd'hui et qui en aura encore plus demain, c'est l'arrivée de l'IA dans le moteur de Google avec RainBrain. Avec une volonté, c'était de dire on était des moteurs de recherche, donc on faisait une liste toute bête, et on va essayer de devenir un moteur de réponse. Et ça, c'est une trajectoire qui fait que derrière, ça va devenir un moteur conversationnel. Ça l'est pour partie, et ça le sera de plus en plus. Après, sur la suite, effectivement, on vous a demandé, c'est bien votre desktop, mais voilà, les gens sont devenus mobiles, donc on vous a demandé de refaire votre site et de le faire mobile-friendly, bien sûr, tout en déclinant sur les différents supports un contenu identique. Et les couches se sont accumulées au fur et à mesure pour arriver à aujourd'hui sur la fameuse expérience client qui va déterminer le classement des contenus. Il l'avait déjà écrit depuis 5-6 ans, puisqu'il travaillait dessus. Donc ça, ce sont juste 2 citations que je vous ai remis. L'idée est bien de faire à terme de Google votre assistant, pas juste sur le mobile, pas juste sur le desktop, mais aussi dans la voiture et partout. Et donc le contenu, donc les marques vont devoir s'y habituer et y aller. Alors, ça veut dire quoi? Le SEO, c'est un parcours. Il est sur tout le parcours du tunnel client. Et donc, il va y avoir une multiplication de points de contact. Certains seront informationnels, d'autres seront transactionnels. Ce qui est important, c'est que le SEO va se trouver partout. Il y aura des objectifs précis avec des portes d'entrée différentes en fonction des cibles et des marchés. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que de ce point de contact, avec le discours de marque que vous allez administrer, il va falloir déjà faire un point de confiance pour que derrière, on puisse aller sur le transactionnel. Tout va commencer par une base qui s'appelle la sémantique. Et là, je vais passer la parole à Iris et je reprendrai la parole après. Merci. Oui, donc comme l'a dit Olivier, la sémantique, c'est la base de toute stratégie SEO performante, quels que soient en fait, les formats qu'on va exploiter. L'enjeu pour les marques, ça va être non seulement de travailler un noyau sémantique, mais de travailler tout un univers qui va en fait graviter autour de ce noyau-là. Et ça passe donc par le cœur du sujet, donc identifier des mots-clés stratégiques sur lesquels on va vouloir se positionner. Et ces mots-clés, on va donc aller renforcer des positions qui seraient insuffisantes
et créer des positions qui sont inexistantes. Mais ça ne s'arrête pas là, on va aussi aller regarder chez les concurrents, sur quelle niche sémantique eux sont positionnés et nous on n'est pas positionnés. Est-ce que on est légitime pour se positionner sur ces niches sémantiques-là? Est-ce que c'est pertinent pour nous? Parce que le SEO, il y a un enjeu de visibilité, mais sur le contenu, il y a aussi un enjeu de brand safety, d'image de marque, et il ne faut pas oublier ça non plus. Voilà, toute visibilité n'est pas systématiquement bonne à prendre. C'est rien. Merci. Et on a aussi, enfin, on va aller regarder chez les concurrents indirects. Donc, c'est des acteurs dont on ne va pas forcément se méfier d'entrée de jeu, mais qui, en fait, parfois peuvent un peu monopoliser la SERP, les pages de résultats. On le voit notamment dans le milieu du crédit, où, en fait, des partenaires deviennent des concurrents, parce qu'en fait, ils se positionnent sur des requêtes stratégiques à la place. Par exemple, dans le milieu du crédit, je disais, on a les comparateurs qui, en fait, prennent la place des organismes de crédit dans les résultats de recherche. Donc voilà, l'objectif, ça va être vraiment de concevoir une stratégie de contenu qui va nous permettre d'occuper ces places-là, voilà, pas au détriment de l'image de marque, et un peu récupérer notre dû. Ça, c'était bien un exemple réel, ce qui vous montre un peu la disparité, de la sémantique, et qu'aucune marque ne recouvre vraiment son marché. Et oui, je disais aussi pour se démarquer dans les résultats de recherche, il ne suffit pas d'être visible, il faut aussi attirer l'œil de l'internaute, et ça se fait notamment avec les rich snippets dont Olivier parlera tout à l'heure. Voilà, donc il n'y a que l'intention qui compte. C'est une belle façon de dire qu'en fait, un mot-clé, ce n'est pas juste un mot-clé, c'est vraiment un indice précieux sur l'intention du consommateur. Donc chaque mot-clé demande à être analysé et éventuellement exploité, et qu'on comprenne derrière quelle est l'intention du consommateur. Est-ce qu'il est plutôt, dans une phase de prise de conscience? Est-ce qu'il est plutôt dans une phase de considération? Est-ce qu'il est au contraire très proche de la décision d'achat? Et voilà. Et la réponse à cette question-là, elle va nous permettre d'élaborer un contenu qui va vraiment répondre à ce qu'attend l'internaute. Le contenu, il se conçoit en termes d'UX. L'UX, ce n'est pas que l'UX technique du site web, c'est aussi l'UX de comprendre la subtilité qui se cache derrière la requête et d'y répondre. Donc ça implique de savoir faire la différence entre une requête qui va être une requête informationnelle et une requête qui va être plutôt transactionnelle. Donc par exemple, pour revenir sur le crédit, parce que j'aime bien ça, on va, par exemple, le consommateur qui va taper « faire un rachat de crédit » et celui qui va taper « qui peut faire un rachat de crédit », on comprend qu'ils n'en sont pas au même endroit dans le tunnel de conversion, on ne va pas s'adresser à eux de la même façon. Mais voilà. Donc effectivement, il va falloir créer du contenu qui permette de toucher le consommateur tout au long de son parcours d'achat. Ça peut passer par des contenus qui sont plus des prises de parole de la marque, qui vont plutôt chercher à susciter de l'émotion en début de tunnel. Des contenus qui peuvent être aussi de nature informationnelle, qui vont permettre aux gens d'avoir une certaine réassurance. Et plutôt vers la fin, on va avoir des contenus plus ancrés dans le concret, avec des éléments de réponse tangibles, des tarifs, des outils de simulation, des témoignages clients, voilà, des choses qui vont vraiment s'adresser à des consommateurs qui sont en fin de tunnel. On doit d'abord travailler l'émotionnel avant d'aller dans le rationnel. Si on ne fait pas ça, on a moins de business, voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'en fait, ce beau parcours de consommateur bien linéaire, tel qu'on nous l'a appris, en fait, on s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'il a pas mal changé. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Messi Middle. Et en fait, c'est un parcours d'achat qui est bien plus sinueux, bien plus complexe, où en fait, il est un peu fait d'aller-retour entre les différentes phases. Et qu'est-ce que ça implique pour les marques? Ça implique qu'en fait, il faut impérativement être présent sur la totalité du parcours d'achat, quelle que soit la forme qu'il prend. Et ça se fait en créant des... Pardon. Oui, non, mais voilà, ça se fait vraiment en créant des contenus qui vont s'adresser à tout type de consommateurs, quelle que soit leur intention sur le moment. Et ce parcours un peu brouillon, il faut le garder en tête aussi, notamment au moment des choix de gabarit de pages, notamment sur les pages transactionnelles, qui parfois, les pages produits par exemple, qui parfois, on le sait, ne tolèrent pas très bien le contenu SEO. Donc il faut penser à ça aussi au moment où on met en place des pages, parce qu'en fait le consommateur qu'on va réussir à toucher peut-être en fin de tunnel
sur un contenu transactionnel, peut-être qu'en fait, à un moment, il va arriver là, il va retourner dans une phase un peu de considération où là, il va avoir besoin d'informations, il va se dire, OK, donc là, j'ai envie de souscrire un crédit, mais en fait, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que et il faut qu'à ce moment-là, on puisse assouvir ce besoin qu'il a, qui n'est peut-être pas très rationnel, mais en fait qui est réel. Et parce que si on perd le contact avec lui à ce moment-là, il va aller ailleurs, il va trouver cette réponse-là ailleurs, et ce ne sera pas chez nous, et c'est une conversion qui est perdue. Voilà, pour un peu conclure sur l'importance de la sémantique dans le SEO et pour commencer à introduire ce dont va parler Olivier après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, une bonne stratégie SEO qui fonctionne vraiment sur le long terme, voilà, c'est pas juste, voilà, on identifie des bons mots-clés, on est patient, on attend les résultats, c'est quelque chose qui se fait continuellement parce qu'on a 15% de nouvelles recherches tous les mois, donc c'est 15% de nouvelles opportunités sur lesquelles potentiellement on peut se positionner, et on a aussi une vraie évolution des requêtes avec la recherche vocale notamment, où voilà, on change complètement. Oui, on ne s'exprime pas à l'oral comme on s'exprime à l'écrit, donc ça implique voilà, aussi pour le SEO de reconsidérer ça continuellement, de s'adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles requêtes qui sont faites pour continuer à performer et préempter des nouvelles positions. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, je prends la suite, je prends. Alors, est-ce que l'internaute est devenu feignant ou exigeant? Je dirais que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il veut pas s'embêter. Il veut une réponse qui est plutôt très directe. Et ça veut dire qu'on ne peut pas rester monoformat, mais qu'il faut le décliner par rapport à des typologies de marché, des typologies de cibles. Ça peut être tout simplement l'âge. Et certains, enfin, je pense que vous le voyez dans vos outils et vos dashboards, certaines requêtes ne sont plus cliquées aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, et c'est pas grave. Et ça, c'est plutôt le monde de demain, qui a déjà bien commencé. Quand on parle content, on fait vraiment le distinguo, et là on revient un peu sur le système de tunnel. Il y a franchement le brand content, où là on est là pour dire pourquoi vous existez, qu'est-ce que vous faites sur Terre en fait tout simplement, qu'est-ce que vous allez apporter. Et là on va être sur la story, on va être sur la marque, on va être sur ses valeurs, etc. Donc on est sur la réassurance, tout ce qui va les justifier derrière, le content marketing qui lui va plus s'attarder effectivement sur le produit lui-même et la valeur qu'elle va apporter à l'internaute. Ça, c'est les deux types de grands contenus qui existent et ça se décline sur l'intégralité des formats qui existent. On va parler bien sûr texte, vidéo, podcast, etc. Il y a beaucoup de formats. On n'aura pas le temps, bien sûr, de tous les passer aujourd'hui. C'était juste de vous donner quelques points d'ancrage. Dans le brand content, aujourd'hui, je crois que c'était le thème de la conférence avant. Il y a beaucoup de recherche de sens, notamment, et un besoin de savoir pourquoi une marque se bat aujourd'hui pour le monde de demain. Alors, on sera tous d'accord que les réponses apportées par les moteurs, c'est très divers et c'est surtout pas joli. Effectivement, on n'est pas du tout dans un univers qui est très sexy, très sensuel. C'est pas très beau, mais c'est en tout cas très efficace parce que ça, c'est un panorama, notamment des riches snippets qui permettent de proposer à l'internaute différentes portes d'entrée et de très différentes situations. Alors, ça va être effectivement déjà un peu plus de visuels et de photos par rapport à ce qu'on a pu nous tous connaître dans cette salle au début de l'Internet. Ce qui est sûr, c'est que cette multiplication des formats permet de travailler l'UX client et donc de donner une ouverture, une porte d'entrée plus facile à des cibles qui vont être plus appétentes sur certains types de formats. Et c'est là où le SEO a évolué en termes de sémantique. On appelle ça plutôt maintenant du SXO, intégrant l'UX client. Deux chiffres à retenir qui sont importants, c'est que dans la proposition du moteur, beaucoup de requêtes ne seront plus cliquées aujourd'hui. Alors, je vous donne les chiffres mondes, parce que c'est au final ce qui va arriver chez nous, même si on est un petit peu en retrait. À peu près les 2/3 des requêtes ne sont plus cliquées à travers le monde. Donc ça change considérablement la stratégie SEO à sa base et les moyens qu'il faut mettre en face. Et lorsqu'on part sur le mobile, c'est encore pire, on passe à 77%. Cette accélération, elle a été vraiment plus forte à partir de 2019, même si on avait déjà passé la barre des 50-50. Mais on est sous une forme d'accélération, ce qui fait que la stratégie SEO et la stratégie de content aujourd'hui, elle doit travailler une stratégie de présence avant tout, plutôt que d'être focusée sur une stratégie de clic. On va dire que la stratégie de clic, c'est un sous-ensemble aujourd'hui. Alors, changer de cap, non. C'est-à-dire qu'on regardera toujours cette notion de contenu, c'est-à-dire de l'image et du mot, mais comment on va le décliner pour bien émerger aujourd'hui, puis surtout aussi émerger demain et se préparer à quelques évolutions qu'il y aura dans les quelques années qui vont suivre.
on garde toujours, effectivement, en termes d'approche, des approches de wording qui vont être effectivement là pour apporter du trafic. Donc ça restera toujours, mais il ne faut pas faire du trafic pour faire du trafic, parce que ça veut dire que, en général, on passe à côté de plein de recherches, et qu'on va aussi avoir moins tendance à aller sur du wording de votre marché, mais aller sur du wording sur des univers un peu annexes qui cliquent, mais qui vont augmenter les taux de rebond. Donc c'est la meilleure façon de se tirer une balle dans le pied. Donc bien sûr, il y aura toujours ce pan, garder le contenu qui lui va cliquer. C'est quand même l'objectif de SEO, mais son métier s'est complété depuis quelques années avec ses intentions, dont vous parlez Iris tout à l'heure. Et effectivement, il faut les qualifier pour apporter une bonne réponse. Une réponse, ce n'est pas forcément une réponse cliquable. Et l'enjeu aujourd'hui, il est de travailler une stratégie de présence. Alors, bien sûr, au niveau des textes, il faut travailler des textes de taille très différentes en fonction de l'endroit du tunnel. Il y a des textes qui sont là pour rassurer, qui ont besoin de beaucoup de sémantique, qui ont besoin de mettre les 4 intentions. Et on sait que plus un texte est long, plus il va ranker. Et en termes de backlinks, il va en avoir 3,5 fois en plus. Donc voilà, donc ça c'est important. Et en fait, dans la stratégie de contenu, il faut aussi prendre le missing middle. Un parcours d'une personne ne va pas prendre l'intégralité de votre contenu. Par contre, tous les soirs, lorsqu'elle parlera à quelqu'un, elle va remettre potentiellement en cause son achat ou son futur achat, en tout cas sa décision. Et donc vous devez à tout prix mettre ce contenu qui fera qu'elle va avoir la réponse en faisant marche arrière. Donc il y a un côté skin in the game, on va dire, jusqu'à la fin du tunnel, ce qu'on n'avait pas avant. Alors on va parler bien sûr de plein de formats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut adapter son format à la cible. La cible, quand on parle... je ne sais pas s'il y a des gens dans le secteur, par exemple, de la beauté. Lorsqu'on parle à une femme qui va chercher une crème et qui a 50 ans et plus, elle va chercher de l'information qui va être très différente d'une jeune fille qui commence à apprendre à se maquiller. Donc, d'ailleurs, j'ai appris, étant père, que c'est YouTube qui apprenait maintenant aux filles à se maquiller. C'était plus les mères. Voilà. Donc, c'est assez terrifiant, mais c'est comme ça aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut adapter le format par rapport à la cible et par rapport au moment du tunnel. Et avec ça, on va travailler effectivement du format émergent. Si je reprends ma consommatrice de crème qui a 50 ans, elle va aller sur du texte, elle va aller voir des femmes de 50 ans sur de la vidéo. Les jeunes filles elles vont plutôt effectivement, elles, avoir la minute beauté en podcast, ce genre de choses. Elles vont être aussi très visuelles. Les formats aussi sont liés au marché. On n'est pas très visuel sur un marché du crédit, pour reprendre l'exemple d'Iris. On l'est extrêmement sur un marché de la décoration, on l'est extrêmement sur le marché de la beauté. Voilà. Donc il y a des formats qu'il faut privilégier en fonction des marchés. Tout ça, c'est pour passer au crible l'intégralité des portes d'entrée qu'il y a en SEO et de surtout pas rater une occasion, puisque la bataille est dure. La particularité du SEO, c'est pas juste de faire du contenu, c'est que derrière, c'est là que commence la bataille. Il faut qu'il soit compris, il faut qu'il soit crawlé, il faut qu'il soit positionné, il faut qu'il soit là en top 3. Donc c'est un format, un levier en tout cas qui est très, très, très exigeant. On en a pris 4. Pour vous donner quelques insights, je commence par l'image, au-delà du texte. On sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 20% des recherches qui se font via Google Images. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est assez important. Son importance m'a même questionné. Je me suis observé pendant un mois, effectivement, c'est à peu près ma répartition, voire un peu plus certains mois. Et aujourd'hui, même si le SEO reste moins sexy en termes de propositions, il intègre systématiquement de l'image, aujourd'hui. Et puis, il y a l'adage qu'on connaît tous, une image vaut 1000 mots. Ce qui m'emmène sur la vidéo, puisque si une image vaut 1000 mots et les vidéos étant faites en images, ben voilà, c'est encore plus puissant quand on est sur la vidéo. À cela, la vidéo, c'est puissant. Il ne faut pas oublier que YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche au monde. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Et que de toute façon, une image, une vidéo, est quelque chose de très impactant pour le cerveau. Et c'est très important sur la phase notamment émotionnelle. Voilà. Donc c'est une ambiance, ce n'est pas juste des mots écrits en noir sur une page blanche. On sait que par exemple une vidéo mise sur une homepage, ben voilà, on a 53% de ranking en plus. Donc je dirais que quelque part, il n'y a pas forcément de choix. Vous pouvez faire une chaîne YouTube, ce n'est pas le sujet, mais c'est bien d'intégrer la vidéo sur vos pages, notamment sur vos pages stratégiques, pour en plus éviter d'avoir une sortie de l'internaute à ce moment-là sur un autre univers. Alors, quand vous voyez des petites choses comme ça, c'est qu'en fait, il y a une to-do list derrière, mais on ne peut pas vous la présenter, mais on pourra vous l'envoyer, effectivement, si vous nous la demandez. Il y a la voix. Donc ça, la voix, elle est travaillée depuis très longtemps. C'est les fameuses positions 0 que vous connaissez tous, cette fameuse position 0 qui préempte, on va dire, en gros, toute la visibilité qu'il y a sur la page de résultats.
Elle est importante parce que c'est l'antichambre en fait de la recherche et de la réponse vocale. Alors elle a des exigences techniques, elle a des exigences de wording et elle a des exigences de ranking. Alors c'est très compliqué, mais c'est quand même le Graal là aujourd'hui qui permet de travailler notamment des populations beaucoup plus jeunes qui ne passent pratiquement que par le vocal. Voilà. Et si on prend un chiffre qui est assez symbolique, notamment sur des populations, on va dire, plus jeunes, aujourd'hui, si on parle de e-commerce, le e-commerce par la voice, c'est déjà 8% du marché du e-commerce, voilà, sur certains secteurs. Donc la voix est quelque chose qui va s'accentuer de plus en plus. Certaines marques sont en avance, d'autres sont en retard, et il faut du coup, pour celles qui sont en retard, choisir ses combats et avancer là-dessus. Les fameux podcasts, donc ça vous les connaissez tous, on en parle beaucoup depuis 2-3 ans, mais c'est au final un assez vieux format, mais qui a une expansion très rapide, à tel point qu'en 2018, Google lui a consacré une couche dans son algo, justement, pour travailler le podcast. Alors, je parle de podcast de marque, hein, pas celui qui va faire que vous êtes sponsor sur un podcast. Vous pouvez envisager les deux, mais là, on parle de celui qui va travailler votre marque. Et là, vous pouvez les envisager, effectivement, sous différents angles. Vous pouvez, toujours pour cette jeune fille qui va chercher à se maquiller, lui faire une minute beauté, par exemple. Voilà. C'est le levier qui permet de faire le plus la différence en termes de ranking aujourd'hui. Donc c'est une porte d'entrée qui est vraiment importante. La réponse en format, c'est aussi la synergie. C'est toujours aussi moche, hein, je suis d'accord avec vous, mais c'est du coup beaucoup plus visible. C'est-à-dire que dans les stratégies qu'on va nous mettre en place aujourd'hui en termes de stratégie de contenu, on sait qu'une partie de ces positions-là ne seront pas cliquées, mais on a aussi toute cette partie-là qui va travailler du wording. Et cette synergie, en fait, elle vous donne quoi? Elle vous donne de l'autorité, c'est ce qu'on appelle l'autorité de la requête, donc quelque part l'autorité du contenu. Votre internaute, il vous aime bien, mais il préfère effectivement avoir l'autorité de Google. Le classement, c'est quoi? C'est un transfert d'autorité de Google sur votre marque. Et là, ce double affichage permet deux choses. Il permet effectivement de préempter visuellement 75% de l'audience, et peu importe où se passe le clic. En tout cas, vous avez vraiment plus d'autorité quand vous pouvez travailler ce double affichage. Il n'est pas évident, il faut choisir ses combats, mais quand on peut y arriver, je peux vous assurer qu'effectivement, on a, nous, des informations, bien sûr, à l'agence pour vous dire ce que ça donne en termes de clics supplémentaires. Bon, ça sera un sujet sur lequel on pourra échanger plus tard. Et puis, le contenu, il n'est pas uniquement sur votre site, il est un peu partout. Il est notamment dans les backlinks, qui ont bien sûr cette vocation à dire que votre contenu est bon, donc de rassurer Google et de rassurer l'internaute. Mais vous avez aussi des contenus qui sont très visuels et qui fonctionnent bien pour les marques, que la presse aime bien, qui sont les infographies. C'est tout bête, on n'en voit pas tant que ça, mais c'est une façon d'obtenir des liens, d'écosystèmes et d'avoir quelque chose de visuel pour un internaute, et puis vous l'amenez effectivement sur les pages dédiées à ce moment-là. Et puis il y a les liens trafic, et je ne cesserai de répéter qu'il faut aussi surveiller vos mauvais liens. En synthèse, ça c'est plutôt, alors j'ai mis aujourd'hui pour être gentil, mais on pourrait presque dire que c'est un peu le SEO d'hier, où on était vraiment sur une stratégie de clic, où là on passe maintenant désormais sur une stratégie de présence avec de multiples formats qui doivent effectivement évoluer tout au long du tunnel, où le SEO a été assez isolé. Si on a des spécialistes de SEO ici, il était très isolé en termes de levier. Il est de moins en moins depuis quelques années, et aujourd'hui, pour travailler dans une agence qui effectivement travaille le dispositif multicanal, il vaut mieux avoir un bon dispositif qu'un levier qui fonctionne très très bien. Voilà. Donc de désiloter le SEO, il a mis beaucoup de temps, mais ça y est, c'est fait. Et donc c'est fait dans la tête du consommateur et pour un certain nombre de marques. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficace en termes de dispositifs de notre côté. Les parcours ont changé, ils vont encore changer. Par contre, il faut aussi intégrer une nouvelle mesure de ce SEO aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les KPI d'hier, il faut les garder. Mais par exemple, il faut intégrer des KPI comme ce qu'on appelle les fameux taux de clic, les zero queries. Voilà, vos mots-clés sont parfois et souvent pas cliqués à 80%. Voilà, ça c'est normal et c'est pas très grave. Il faut juste savoir qu'ils sont bien positionnés, ils ne sont pas cliqués. C'est la position qu'il faut surveiller et de se dire si ce wording ne clique pas, comment est-ce que je l'appuie en SIA pour récupérer sur mon site mon internaute. Mais on a ces outils d'analyse et voilà, je vous encourage à le faire pour voir si les mots-clés importants chez vous et la sémantique associée ont des taux de clic de 10, 20, 30, 40 ou 60 ou 70%. D'où cette stratégie de présence.
Je regarde pas l'heure, mais je sais qu'on a commencé un peu en retard, et donc il faut que j'accélère. Et je vois, voilà, d'accélérer. Juste un dernier slide, parce que on parle beaucoup d'avenir, notamment du SEO, dans le fameux Web.3 qui s'ouvre à nous. Donc il est assez légitime de savoir un petit peu comment ça pourrait être un SEO dans ce monde-là. J'ai pas la réponse. Voilà, j'ai juste une opinion, et je crois que personne n'a la réponse aujourd'hui, puisque c'est quand même un monde en construction. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un monde qui sera embarqué d'ailleurs dans ce nouveau monde, hein, qui est à base d'IA. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle, vous pouvez lever la main, qui ont essayé de négocier avec des IA de temps en temps. Moi, j'ai fait des tests, parce qu'il y a eu des tests là-dessus. Ce n'est pas négociable. Voilà. Donc, une IA ne négocie pas. Donc, il faut bien voir qu'en face de vous, aujourd'hui, vous n'avez que des couches d'IA. Donc, il faut bien répondre. Il faut bien répondre, mais il faut pas mal le prendre, parce qu'au final, Google reste votre meilleur ami. Il a fait des tests de format, des tests marketing, des tests de wording, des intentions, et il vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire pour votre consommateur et votre internaute. Donc il faut plutôt s'en servir comme allié. Après, il y a ce nom qui résonne dans beaucoup de têtes, ça s'appelle la métaverse, le métaverse, les NFT. C'est quel type de contenu on va y trouver. Il y a plein de webinars, donc on ne va pas faire un webinar sur les métaverses. Par contre, oui, on sait qu'un certain nombre de choses qu'il faut déjà préparer aujourd'hui seront embarquées dans ce monde-là. Et là, on parle de tout ce qu'on vient de se dire. On parle de vocal, on parle d'image et on parle de vidéo. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'être très affûté sur ces formats dits émergents, mais qui, a priori, seront embarqués aussi dans le monde de demain. Le Web.3 ne va pas annuler le Web.2, rassurez-vous, ils vont coexister. Mais c'est bien d'aller faire des tests avec des choses qui fonctionnent déjà bien dans ce monde-là. Je crois que normalement, c'est là où je vous remercie.